Chers amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Zoom Ashishi. Ce numéro est réalisé avec la complicité technique de notre ami Michel Rotet, créateur et animateur du site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, et que je remercie. Après la séquence consacrée à Hanouka en décembre dernier, il nous a paru intéressant de poursuivre le recueil des traditions alsaciennes pour les différents moments de l'année juive. D'autant plus que ces traditions reflétaient la vitalité d'un judaïsme alsacien, alors de structure essentiellement rurale. Comme nous le savons, la répartition sociologique des Juifs en Alsace s'est considérablement modifiée à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Elle a été marquée par la disparition progressive de ce judaïsme rural, avec un risque de dilution et de perte des coutumes dans le vaste espace urbain des XXe et XXIe siècles. Alors, il nous a paru utile de fixer sans attendre ces coutumes. Ce numéro sera consacré à la fête de Purim dans la tradition alsacienne. Bien que trouvant sa source en diaspora et ne figurant pas explicitement dans la Torah, la fête de Purim est riche de nombreux usages et traditions, et ce, dans toutes les communautés. Que l'on songe, par exemple, à l'expression Purim d'Alger ou Purim de Saragosse pour rappeler des événements historiques qui ont marqué durablement ces communautés et qui sont transcrits d'ailleurs dans des rouleaux tels la Megillah d'Esther. Pour nous guider, nous retrouvons avec plaisir notre ami Alain Kahn, qu'on ne présente plus. Je citerai simplement son ouvrage dont il est l'auteur, 350 expressions judéo-alsaciennes, paru en 2022, et nous aurons en référence 3 points bibliographiques: le livre de Daniel Stauben de 2022, le livre d'Alain Kahn de 2022 et les Juifs d'Alsace et de Lorraine de Freddy Raphaël de 2018. Alors, sans plus attendre, la fête de Purim en Alsace était marquée au niveau de synagogue, religieux à proprement parler, et au niveau familial, personnel. Alors, tout d'abord, sur le plan religieux, le jeûne d'Esther, la veille de la fête de Purim, et qui est en judéo-alsacien appelé Am Tahanes Esther. Et on va comprendre que si on le prononce beaucoup mieux que moi, eh bien, on a derrière un jeu de mots. Je laisse la parole à Alain Kahn pour nous l'expliquer. Ok, merci beaucoup pour cette introduction. Et puis on va essayer de donner les explications qui permettront d'éclaircir nos auditeurs. En effet, on parle, c'est une expression aussi d'ailleurs, Amtanes Esther. Cette expression désigne évidemment le jeûne d'Esther, Tanes étant la prononciation alsacienne du mot Tanit en hébreu. Mais le nom d'Esther peut apparaître comme une expression en alsacien, comme s'il signifiait Est-Er, à l'envers c'est Er-Est, et en alsacien ça veut dire il mange. Ainsi, Am Tanes Esther devrait se traduire en alsacien par Am Tanes Esther, le jour du jeûne, Esther, il mange. Il s'agit c'est le titre d'un poème en judéo-alsacien qui véhicule sans doute plus qu'un simple jeu de mots, d'un caractère relativement douteux, puisqu'il laisse entendre que ce jeune-là serait peut-être moins important que les autres. C'est une idée qui a été très développée en Alsace, mais il apparaît que, en fin de compte, comme ce n'est pas du tout le cas, il apparaît que cette idée devenait en fait un prétexte pour ne pas jeûner, et ce poème qui s'appelle Amtanes Esther mettait un peu le doigt sur cette façon d'aborder le jeûne d'Esther. Oui, ce que tu viens de dire, Alain, ça illustre parfaitement le côté un peu paradoxal de la fête de Purim. Voilà, Parce tout que à fait. c'est une fête, mais avec des prières particulières, comme la Megillah ou les mitzvot qui s'y rattachent.
mais il n'y a pas d'inscription dans la Torah. Alors on a l'impression que c'est un peu moins fort comme lien Oui, pour la réalisation des prescriptions, des mitzvot. Et ceci étant, on dit bien que la seule fête qui va résister à l'époque messianique, c'est quand même bien la fête de Purim. C'est-à-dire qu'elle oui, a une valeur très forte néanmoins. Donc, c'est ce mélange des deux, folklorique et d'attachement très fort sur le plan mystique, qui sont à relever. Alors, la Megillah maintenant se lit à la choule, à la synagogue, et se lit aussi dans chaque foyer pour ceux qui savent lire correctement la Megillah ou pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. C'est une mitzvah d'ailleurs de le tout à lire fait. pour les autres. Alors, Et Alain, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, justement, alors, sur la lecture de la Megillah? pour la Megillah, la lecture de la Megillah d'Esther était bien sûr particulièrement attendue par les enfants qui souvent venaient déguisés. Et puis chaque fois que revenait le nom d'Aman, et ça se fait encore aujourd'hui, il faisait du bruit pour le houspiller et on appelait cela Homenklopf, de Klopfen en allemand, frapper. C'est-à-dire, Homen, c'est en judéo-alsacien Aman, Homen, Klopfe, frapper symboliquement le méchant Aman qui voulait en quelque sorte la perte du peuple juif. Ainsi, on tapait jadis avec une pierre. Ensuite, euh, les enfants utilisaient un marteau. Et c'était un marteau spécialement réservé pour Pourim et qui était sculpté, qui était décoré et qui était toujours réservé pour cette occasion. Euh, et ensuite, comme on voit encore aujourd'hui, de nos jours, on agite la crécelle et certains sifflaient aussi, notamment en entendant le nom de la femme d'Aman qui s'appelait Zeresh. On sifflait quand on entendait son nom au lieu de frapper de faire marcher la crécelle. Et on pouvait aussi, bien sûr, frapper sur le pupitre. Pour que les enfants viennent à la choule, on peut rappeler une petite anecdote. En effet, un responsable communautaire disait même pour attirer les enfants parce qu'il voyait avec dépit que la choule se vidait, qu'ils viennent à la choule, euh, même s'ils jouent à la Schnuffelrutsch. En alsacien, la Schnuffelrutsch, c'est l'harmonica, pourvu qu'ils viennent à la choule. L'essentiel, c'est que la choule soit toujours bien pleine. Et Voilà, ça c'est. Zeresh, pour la femme de Haman, ça veut dire siffler en judéo-alsacien ou pas? Le Non, non, mot non. Zeresh. Non, non, C'est c'est pas un verbe. c'est pour lancer une autre façon de la houspiller. D'accord. Alors, ça, c'est les rites à la choule, Ouais. principalement. Et puis, il y a le côté festif, oui, Oui, c'est un côté un peu festif comme les fêtes de carnaval qui pouvaient exister dans les villages pour les autres communautés, quoi. ouais, Et c'est ça. alors là, il y a toute une série de traditions que tu rapportes. Il y a le Purim Zude, et je pense que ça doit être Séouda, le Zude, ça doit venir de Séouda, le repas. Euh, Ouais. alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Purim Zude? Comment s'organiser ce festin de Purim qui fait partie des indications des mitzvot? Attends, oui, la Purim, Purim Zude. la Purim Sud, Alors, euh, c'était, si vous voulez, la Purim Sud est associée avec la notion du Homen en Alsace. Au vrai repas de Purim, en fin de journée, cette fameuse Purim Sud, le repas de Purim, le plat incontournable était le Homen, c'est Aman en oui, judo-alsacien, qui oui. accompagnait non moins la fameuse choucroute que tout le monde appréciait et qui apprécie encore aujourd'hui. En effet, le Homen, qu'est-ce que c'est? Le Homen, c'est de la viande fumée, car pour la fumer, il fallait bien sûr au préalable la pendre dans le fumoir, comme Haman et ses fils ont été pendus à une potence. Donc,
c'est en souvenir de ces événements-là que en Alsace, on se régale avec du Hummen, avec de la viande fumée. Et la choucroute, c'est spécifiquement Purim ou il y a aussi Hanouka? Oui, oui, c'est un plat typique alsacien C'est l'Alsacien, c'est l'hiver. voilà, voilà, c'est Ouais. ça. Et puis ça se marie bien avec la viande fumée. Même les goïms utilisent la viande fumée pour la choucroute. Et si on allait voir un boucher local, si on demandait du Hummen, il savait ce que c'était. Non, 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 ça Non. c'est typique, ça c'est typique. Mais dans les boucheries juives, Dans les boucheries juives, oui, mais si on disait disons, du Hummen, la viande fumée, quoi. oui, à l'époque, oui, maintenant, on le sait moins. Oui, oui. Si on va chez Boucher, ça ne sera pas forcément. Si je demande du Hummen, il me regardera un peu de travers. Alors là, c'est là où tu ressors la crécelle. Oui, peut-être si on vient avec la crécelle, il comprendra. Mais aujourd'hui en Israël, à l'inverse de Hanouka, où on fait des beignets, Ouais, j'allais en en parler. Alsace, on les faisait à Purim. Oui, oui, Ouais, oui, ouais, on va parler des fameux, on va ouais. parler des fameux Purum Kishlish, ouais. Parce que, ben, on peut en parler tout de suite si tu veux des beignets. Parce que nous, on a fait un repas de Hanouka et j'ai mis des beignets en plus de la choucroute. On m'a dit, mais jamais on ne fait des beignets à Hanouka, c'est Purim. Et Oui, en Israël, il y a des soudganiyot, il y en a partout, quoi, des beignets à Hanouka. oui, oui, c'est un Hanouka, oui. Oui, alors Ouais, c'est un mais usage on- qui s'est modifié, quoi. mais si vous voulez, on peut parler des incontournables Purum Kishlish. Vas-y, C'est alors vas-y. Qu'est-ce que c'est c'est que ces beignets? J'arrive pas à prononcer le mot, là. Mais c'est Purum, les beignets Purum, de Purim. Purum Kishlish. Ouais. Les, les beignets de Purim, c'était donc une tradition vraiment incontournable. Il symbolise l'orgueil d'Aman, puisque la pâte des beignets gonfle d'abord et elle gonfle encore davantage lorsqu'elle est frite dans l'huile. Et donc, le beignet se dégonfle quand on mord dedans avec un tel plaisir parce il s'agit en l'occurrence de faire ravaler son orgueil à Aman et à tous ceux qui se laissent aveugler par leur orgueil. Donc, c'est un plaisir particulier quand on déguste ces Purum Kishlish. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que dans toutes les maisons en Alsace, on découvrait, c'était surtout dans la campagne alsacienne, on découvrait ce qu'on appelait en judéo-alsacien Wäschkorb voll mit Purum Purim. Kishlish, une corbeille à linge pleine de beignets. Il en fallait suffisamment pour satisfaire tout le monde et ses amis. Ah oui, Et ça là, fait beaucoup, ça. ouais, et là j'ai un petit souvenir de ma grand-mère euh, qui passait des heures le jour du jeûne à les préparer, à les frire. Et il fallait voir son contentement lorsque, à la fin, elle appréciait le résultat. Et comme chacun appréciait de les déguster à leur juste valeur. Hmm. Ah bah Ça, oui. c'était, ça, c'était donc les fameux Purum Kishlish. Alors, je note une chose, c'est que habituellement, sur le plan comportement alimentaire, on mange ce qu'on apprécie. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Et là, c'est l'inverse. On mange le beignet qui nous rappelle notre ennemi. C'est un peu du cannibalisme symbolique. C'est Oui, oui, juste un peu l'opposé. Mais bon, mais en même temps, ça apporte une satisfaction. oui, tout à fait. Il y Alors, avait, oui, Michel? non, je voulais juste ajouter, Alors, à part le Purim Kishlish, il y avait une autre tradition qui s'est imbriquée dans les temps un peu plus modernes. Il y avait la tradition euh, c'est moins répandu, il faut reconnaître. Il y avait la tradition du pamplemousse. ah, En, ben on y va alors, pamplemousse. en Qu'est-ce que effet, c'est que cette histoire de pamplemousse alors qu'on n'en connaissait pas du tout en Alsace, quoi. non, non, C'était c'est ça. exceptionnel. Oui, puisque en effet, dans le même esprit, on s'arrangeait pour manger à Purim des pamplemousses
mais autrefois, ce genre d'agrumes n'était pas accessible en Alsace. Mais une fois que c'était possible, on demandait pourquoi on mange du pamplemousse. Et on répondait Weil der Homen Pampelmoes. C'est un peu tiré par les cheveux, parce que Haman doit se balancer à la potence où il a été pendu. Parce que Pampel, en alsacien, veut bien dire se balancer. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu un minag tous, un minag un peu incompréhensible, quoi. Bah, c'est comme la viande fumée qui était suspendue, quoi. Oui, bon, le lien avec Ouais, Haman est plus net avec la viande fumée. ouais. C'est comme les oignons dans la soucoupe. Voilà. On est sur un jeu de mots. Shaote. Les Chaud. cibles, non, mais sur les ailes, ils étaient sur les ailes des aigles. Je ne sais plus comment. Comment on ובצל appelle. כנפיך. Ouais, vous êtes qu'un offert à tasser, ouais, c'est ça. Ça, Et, ben, c'était c'est pendant la soucoupe. à Sukkot, ouais. Oui, tout à fait. Il y avait donc encore une autre tradition qu'on doit aussi évoquer. Si vous voulez, on peut passer Oui, au Purim Geld. alors, Purim, l'argent de Purim. Comme il y a aussi l'argent de Hanouka, le Hanukkah Geld. Oui, oui, exact. Et dans les villages, les jeunes organisaient leur propre festin de Purim, la Purim Sud. Et nous reparlerons bien sûr de la Purim Sud. Ils faisaient le tour des familles qui leur donnaient des victuailles et, et ils en achetaient aussi avec ce fameux Purim Geld, l'argent que leur donnaient leurs parents pour en consacrer une partie à la tzedaka. Ils s'achetaient de quoi se déguiser. Déguisés, ils récitaient un petit poème pour obtenir toujours un peu plus de Purim Geld. Et c'était un petit poème qui était très, très répandu. Et les enfants la récitaient dans les différentes familles qu'ils visitaient. Je peux vous la lire rapidement. Oui, Elle n'est pas longue. Ut purum irli vilait, wissener ar was purum beteit. der Puren bedeit kirchlich Der esse. purum, der purum beteit, kischlich esse und der homen nicht vergesse. Ce qui veut dire, braves gens, pouvez-vous me dire ce qu'est Purim? Purim, c'est manger des beignets et Aman, ne pas oublier. Et puis avec ça, il recevait un peu plus d'argent. Ouais. Alors, on connaît ça aussi dans d'autres traditions, quoi, où les enfants vont de maison aux États-Unis, hein, de maison en Ouais. maison et ils récupèrent des bonbons. Alors, on a vu déjà pas mal de coutumes, hein, de traditions. Il nous reste à voir les déguisements en Oui, particulier, la manière de se travestir dans cette période, c'est-à-dire d'avoir une autre identité. voilà, c'est ça. Alors pour les déguisements, c'est vrai que c'est une tradition qui existe depuis longtemps parce que elle se fonde en fait sur un verset de la Megillah où il est écrit Venez à Fort Hu, dans le chapitre 9, verset 1, le contraire se passa. Parce que, au lieu de massacrer les Juifs, ce sont leurs ennemis qui furent exécutés. Et en Alsace, on organisait des bals. Il était recommandé de venir déguisé. C'était un moment attendu pour surtout les jeunes gens. Ils voulaient bien sûr s'y amuser pour justement, qu'on ne les reconnaisse pas, pour qu'ils soient autres que eux-mêmes. Mais ils venaient aussi comme d'habitude au bal, ils venaient Oui, aussi, pour éventuellement y faire une rencontre prometteuse en vue d'un chédish, comme on disait, hein, en vue d'un éventuel mariage. On venait, c'est très vivace, hein, cette tradition-là, c'est très vivace. Parce que beaucoup de personnes à la Choule me parlent de ce bal qui n'existe plus, mais qui avait une oui, grande aura. Les gens venaient avec plaisir.
il y avait différents bals en Alsace. Il y avait le bal de Hanouka, il y avait le bal de Purim et il y avait le bal de Simchat Torah. Mais maintenant, c'est complètement disparu. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on venait aussi déguiser à la Purim Sud, là, comme on a déjà parlé, et au cours de laquelle on pouvait assister à ce qu'on appelle le Purim Spiel, dont on peut parler, si vous voulez. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu de Purim, Purimspiel? Alors là, le Purim Spiel, en effet, au cours de ce repas, souvent les jeunes et les moins jeunes présentaient des revues satiriques, les fameux Purimspiel qui existent depuis le Moyen Âge, les plus anciennes dateraient même du XVIe siècle. La revue de Purim racontait bien sûr l'histoire de Purim, et la reine Esther apparaissait dans toute sa splendeur, et Mardoché se montrait dans son plus bel habit, comme on voit derrière sur cette assiette. Ah oui, C'est joli ça. Mardoché qui est sur le cheval, et c'est Aman qui le montre dans toute la ville comme remerciement de la part du roi. Mardoché qui se montrait ainsi dans le plus bel habit lorsqu'Aman devait le faire acclamer dans toute la ville de Suse. Mais ces Purimspiel prenaient différentes formes. On évoquait aussi des personnages bibliques comme nos patriarches, comme les héros de l'histoire d'Israël. C'était selon l'inspiration du moment. Ces scénettes permettaient même à un élève de pasticher devant son rabbin, devant son rave, ses manies, et de pasticher en même temps des passages de la Gemara qu'il était en train d'étudier. C'était le seul moment où il pouvait se permettre de tels écarts. Il Une espèce s'agissait, de revue satirique, oui, de mise en boîte, quoi, comme ça. voilà, Respectueuse, mais amusante. respectueuse, mais ils n'avaient pas souvent l'occasion de le faire. Tu as assisté à ça, Alain? Tu as assisté à ce genre de Purimspiel, étant enfant ou... J'ai assisté, oui, il y avait, mais pas plutôt des petites pièces de théâtre, oui. Oui, d'accord. Parce que c'est vrai que globalement, il s'agissait également de revues satiriques sur la communauté. C'était l'occasion de brocarder un peu les problèmes communautaires et brocarder un peu ses dirigeants. Et elles ont perduré longtemps et même jusqu'à nos jours. On Et c'est là, si vous voulez, que on peut évoquer à cet égard quelques auteurs. Alors, on t'écoute. Mais il y avait aussi des fidèles qui se plaisaient à écrire des petits textes comme ça qu'ils distribuaient aux fidèles pour faire passer des messages concernant ce qu'ils avaient remarqué au niveau communautaire, et puis Ah, aussi un peu un moment propice au défoulement. c'est le canard enchaîné de l'époque Le canard communautaire. enchaîné, le canard enchaîné de l'époque. Mais alors, au niveau des auteurs, des écrivains qui vraiment se sont penchés sur ces Purimspiel, il y avait Paul Lévy de Mulhouse. Il a écrit quelques Purimspiel et c'était des vraies pièces de théâtre. Et Oui, ça se passait dans les années 30. Et les titres eux-mêmes de ces Purimspiel étaient assez éloquents, puisque par exemple, il en a écrit plusieurs. Il y en a une qui s'appelle Garkish. ah On oui, appelait, on appelait ainsi un restaurant cachère, et oui. on pouvait même y manger le Shabbat. Son nom est dérivé d'une expression allemande, du vieil allemand, qui veut dire bien cuit. Euh, euh, et Ah, donc, Gour, le Gard, c'est Gour.
Oui, Kirschen, quoi. Oui. oui, Kuchen. c'est du vieil Ouais. allemand qui veut Oui, dire oui. bien. Et ça fait donc référence aux plats qui doivent être bien cuits, même le Shabbat, grâce au fameux Stopche, qui était un four hermétique qui permettait de maintenir bien cuits justement les plats. Et ça, la pièce en question se déroule dans ce cadre-là où euh, les gens qui viennent manger euh, ont plein de petites aventures. Il y a une autre pièce qui s'appelle Chataisem. Chataisem, c'est Arlight. Chataisem, c'est les voyous. Les voyous sont aussi des hommes. Chataïsm, ça vient de l'hébreu chato, la faute, le péché. Et là, c'est une satire qui, 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 qui vise les gens malhonnêtes, les gens roublards. Et ces pièces avaient toujours beaucoup de succès. Mhm. Il y avait encore une autre pièce euh, qui s'appelait Groot wie bis Levis, comme chez les Lévis. Le titre est emprunté de l'expression judéo-alsacienne suivante, Skeitsu wie bei Stotolos. C'est une expression qui est très connue. Ça se passe comme chez les Totorlos, une famille, les Totorlos, où tout n'est que discussion et désordre. Totorlos, en judéo-alsacien, c'est Théodore. Oui. Euh, Et ça veut dire quoi, alors? Totorlos, ça veut dire Théodore. Oui. Ça se passe comme chez Théodore. Et chez Théodore, la maison, il n'y avait que du désordre, il n'y avait C'est, que ouais, des c'était discussions. réputé être en désordre, Théodore. C'était le balagan, si vous voulez. Oui, oui, oui. Très Et bien. puis, je voulais encore évoquer juste un autre écrivain. C'était Noctuel de Strasbourg, Oui. qui était un personnage assez singulier. Et il se présentait lui-même de cette façon. Il disait, il l'a même écrit, j'ai eu l'occasion de naître à Strasbourg le mardi 13 mars 1923 à 7h40 et n'ai pu m'en empêcher. Pour l'état civil, il s'appelait Benjamin Subac. Et je me rappelle encore de lui, il venait régulièrement à la choule. Et de Et son vrai nom, c'était Choupac. Subac ou Choupac, oui. Choupac. Ils étaient originaires d'Europe de l'Est. Ah oui, il avait changé en Subac, je crois, non? Oui, il avait francisé son nom. Oui, oui. Et il est décédé en 2015. Son existence, comme il le disait lui-même, est partagée entre l'ironie, la poésie, mais aussi l'informatique. Mais il ne faut pas oublier que c'était un vrai écrivain, un vrai poète qui a reçu le prix européen de littérature ainsi que le prix du patrimoine Nathan Katz en 2009. Et en ce qui concerne les Purimspiel, on peut citer, il avait écrit un texte qui était vraiment dédié à Purim, qui s'appelait Suivez le Yid. Très bien. Il s'agit d'un texte humoristique particulièrement dédié donc à Purim. Et c'est plein de petites expressions comme pourquoi les fidèles doivent-ils tant de reconnaissance aux Chazanim? Eh bien, parce que ceux-ci ne manquent jamais de leur proposer quoi? Leurs bons offices. Ouais. Il donnait aussi, par exemple, la définition du KKL, du Keren Kayem Israël, et c'est assez joli. Une institution qui sème des troncs pour récolter des arbres. Très bien. Oui, plein d'humour. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était un personnage tout à fait particulier. Un autre titre d'un texte humoristique, c'était Enfin un repreneur. Il s'agit aussi d'un texte de circonstance lu à Purim concernant certaines difficultés que connaîtrait à l'époque déjà la communauté.
À un, à un certain moment, le fameux repreneur mystérieux, il dit à la commission qui était réunie, pour que la communauté ne prenne plus l'eau, il suffit de la couvrir. Rien de plus simple. Vous commandez les tuiles et moi je règle l'ardoise. Hey, il aimait bien, quoi. Oui, oui, il avait plein de jeux de mots comme ça. Enfin, il y avait encore une pièce qui était très connue et qui a été jouée plusieurs fois à Strasbourg. C'était le Strasbourgeois gentilhomme. Ouais. C'est un vrai Purimspiel, une pièce de théâtre qui a été jouée à plusieurs reprises. Il y brocarde un certain milieu bourgeois. La pièce commence par ce dialogue entre elle et lui, avec un peu d'accent alsacien qui met le spectateur tout de suite dans l'ambiance. Alors, je vous donne juste le début. Lui, je crois qu'on aurait maintenant tout de même fait mieux d'attendre encore un peu d'acheter cette télévision. Et elle lui répond, Yo, toi, on ne pouvait donc plus attendre. Les Bloch en ont une, les Klein en ont une, les Meyer en ont une. Tu ne voudrais donc pas peut-être qu'on dise que ça nous va comme chez les pauvres gens? Voilà un peu l'ambiance de ces pièces, mais ça a eu beaucoup de succès. Et ça a disparu complètement, c'est plus du tout joué nulle Oui, part. je ne sais pas pourquoi, ça pourrait être remis à l'ordre du jour parce que c'est une pièce comme ça qui garde toujours sa saveur. Et c'est publié, on peut le Euh, consulter quelque part. c'est consultable sur le site internet, sur le judaïsme alsacien. De Michel Rotet, du Voilà, judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Ok. ouais. Et c'est dans le livre de Frédéric Raphaël, il parle de ça? Non. Il y a eu Non, des mais ça, c'est. publications de Subak dans des expressions dans la tribune juive. Oui, oui. Il y a eu quelques livres Il qui a, ont été publiés aussi. lui-même, il a publié pas mal de choses, mais j'ai pas retrouvé de référence à ce sujet. D'accord. Ben, c'est riche, hein. On voit que ça produit des textes et ça les ramène à un Oui, niveau oui, conscient, oui. quoi. Oui. Sur le site, on voit des photos des acteurs qui ont joué cette pièce, et puis c'était vraiment quelque chose qui avait eu du succès. Oui. Alors, Voilà. donc, il y a Paul Lévy, il y a Noctuel comme écrivain. Oui, c'est les deux que j'ai relevés. Oui. Euh, euh, Je cherche. aujourd'hui, aujourd'hui, il y a eu par exemple en 2025 Annette Verne qui Oui. qui a publié un roman policier qui s'appelle comment il s'appelle? Enfin, elle en a fait plusieurs. Il y en a un qui se passe au sort de Colnidré. Il s'appelle Mortel Pourim. Ah ben, un sur Pourri, mais c'est le Où, dernier, non? ouais, où elle raconte comment justement lors d'une répétition d'une revue pour Pourim, il y a un accident qui arrive et il s'avère que cet accident n'est pas aussi innocent que ça. Oui. On l'avait présenté dans le Zoom à Chichi. Oui, très bien. Voilà. Très bien. J'ajouterais D'autres peut-être expressions, peut-être, oui. oui, une dernière expression judéo-alsacienne là, mais qui a une portée beaucoup plus générale. La tradition prévoit qu'au cours du repas de Purim, on peut boire plus que de raison, jusqu'à en devenir presque ivre, hein. C'est le seul moment où où l'on pouvait ainsi se laisser aller, Oui, sans aller bien sûr trop loin. oui. Pour désigner à l'inverse maintenant, pour désigner une personne qui en la matière lit à contretemps, on utilise la formule Das ganze Jahr Sheker on est purum Nester, ce qui veut dire toute l'année ivre et à jeun à Purim. C'est vraiment la contradiction.
C'est l'inverse de ce qu'on attend, Ouais. oui. Et l'expression, elle pointe un personnage qui fait donc le contraire de ce qu'il devrait faire. Et c'est une expression qui est restée, qu'on entend encore aujourd'hui. D'une manière générale, quoi, oui, qui peut être Ouais, employée toute l'année. voilà. Et il y a aussi des gens qui parlent trop longtemps dans les drachotes. Oui, alors là, c'est ce Rechtiki Mekile. C'est une vraie Mekila. Quand quelqu'un parle trop longtemps, on faisait tout de suite le rapprochement avec la longue lecture de la Megillah. Très bien, très très bien. Merci beaucoup Alain, parce que ça permet d'actualiser, de faire vivre ces traditions, de les fixer pour que les gens en entendent parler. Et, voilà, ça je te remercie de nous donner cette occasion-là. Je Et remercie Michel aussi. et juste encore, comme Purim est la dernière fête de l'année, n'est-ce pas? Oui, Euh, on pense dès le lendemain à quoi? À la suivante, et donc Pessar Putz. on commence le Pesach. Oui, ouais, tout à fait. Bien qu'on dise que quand le mois de Hadar arrive, les joies se multiplient, Ouais, mais c'est valable jusqu'au 14 ou 15 selon les endroits. Après le voilà. lendemain, ça change. Et Ça, on ça arrêtait de dépend. manger des matzot. On arrête de manger les matzot aussi, oui. Pour le faire à Cherkiano. C'est Ouais, comme les ouais. pommes avant Rosh Hashanah, quoi. Voilà. Et Très comment bien, se déroulait merci. Mishloach Manot et Matanot à Evionim dans les villages? Mais là, pour les Schlachmonos, comme on disait, hein, ça se passait aussi avec les enfants surtout. Les enfants passaient d'une Maison en maison à maison. l'autre et ça les aidait à organiser leur propre repas et ça leur servait aussi quand ils rentraient à la maison à échanger ce qui les intéressait le plus et puis ça créait beaucoup d'animation entre eux et c'était vraiment le grand amusement pour les enfants de passer d'une maison à l'autre pour chercher et pour donner les Mishlahor Manot, les Shlachmonos aux proches de leurs parents, à leurs amis, à leurs maîtres, à différentes personnes. Et ça créait des liens très amicaux et ça se passait toujours dans une ambiance incroyable. Oui. Et il y avait les corbeilles à l'entrée de la choule pour Matanot Oui, Laevionim et Machatzit Shekel. oui, oui, bien sûr, hein, ça Oui, c'est une obligation. oui, très bien. Voilà. Eh ben, merci de nous avoir permis de replonger dans cette ambiance. Alors, ça nous donne envie de connaître la suite sur Pessah. On a commencé à parler du Pessah Putz. Ouais. Il y a beaucoup Mais de traditions sur il y Pessah a aussi aussi. beaucoup à dire. Voilà, ben, toute l'année, ben, on peut la dérouler ensemble avec plaisir. Voilà. Avec, Merci avec- merci à toi, cher Alain. Merci à Michel. Et Il peut donc, blieben light. Merci à ouais, vous, hein, plaisir et jusqu'à 120 ans qu'on puisse continuer jusqu'à comme ça. 120 ans, voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne journée et bonne fête de Purim. Merci, à bientôt.